Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Aujourd'hui, donc, nous avons comme invité Moukela Khalidou, il est le secrétaire général du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base. Avec lui, nous allons parler de liberté d'expression et de manifestation dans notre pays. Mais avant d'arriver à lui, retenez que du 8 au 9 février prochain, le département de Birningaouré sera en fête. En effet, dans cette localité se déroulera la deuxième édition du Hotungo. D'autres précisions dans le reportage qui va suivre. Du 8 au 9 février prochain, le département de Birningaouré vibrera au rythme du Hotungo, une fête agro-pastorale qui donnera l'opportunité aux éleveurs de différentes contrées de notre pays de venir exposer le produit de leur activité, particulièrement en ce qui concerne l'élevage. Le Hotungo, qui est la fête des éleveurs, est révélé par le dynamisme de l'association Kautal Wafakay. La deuxième édition du Hotungo, qui se déroulera à Birningaouré, est placée sous le haut patronage du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Albade Abouba. Aussi convient-il de savoir la signification du terme Hotungo. C'est une occasion de rencontre, de réjouissance et de danse. Donc, dans le temps, la fête durait une semaine. C'est-à-dire, quand les transhumants reviennent, ils vont faire une semaine dans le champ du chef de canton. Et durant cette semaine, ce sont les réjouissances, les danses et autres. Maintenant, donc, on peut dire que le Hotungo, c'est une tradition sociale et culturelle. C'est-à-dire une manifestation de solidarité, de confiance entre transhumants et cultivateurs, et les parents et les amis qui sont restés au village. Et durant cette fête, donc, dans le temps, c'était lors de cette fête que beaucoup de cérémonies se déroulaient. Et actuellement, maintenant, c'est aussi une occasion pour les autorités administratives et politiques le moyen de faire passer leur message aux éleveurs et de recevoir leurs doléances. Ensuite, pour cette deuxième édition du Hotungo, le thème choisi est éducation, formation, emploi pour la sécurité et le développement. Madame Sani Fatma Marou, présidente de l'association Kautal Wafakay, précise les raisons ayant poussé au choix du thème. Le thème de la deuxième édition du Hotungo est axé sur l'éducation, la formation, l'emploi pour le développement et la sécurité. C'est un programme pour une vie entière, parce que qui parle d'éducation, on peut apprendre toute sa vie. La formation aussi, elle est au quotidien et elle peut durer toute une vie. L'emploi, ça peut être utile aussi toute la vie. Et après, quand on a ces bases-là bien réunies, éducation, formation et emploi, on peut espérer à juste titre que le développement est favorisé. Et quand les uns et les autres sont occupés donc, à des activités lucratives qui vont apporter du développement à la région, on peut imaginer que la sécurité aussi est assurée. Donc voici un peu les objectifs du Hotungo 2020. Nous attendons environ 10 000 personnes. Entre les officiels, les invités qui vont se déplacer et les communautés qui vont bénéficier de ces activités-là. Enfin, au Hotungo de cette année est prévu des projections de films dont, entre autres, sur l'extrémisme violent, des sessions de sensibilisation et de formation. Et pour agrémenter les 2 jours du Hotungo, des artistes comme Diko Fils du Burkina Faso, Amsatou Bari, Gaskia One for All, Fatou Batouberi et le groupe Soga seront présents. Khalidou Moukela, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, après l'interdiction de la tenue de votre assemblée générale à Djadou Seikou, votre syndicat a porté plainte contre la police. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à adopter cette procédure? Merci, M. Sissé. Bonsoir à toutes et à tous. Il faut dire quand même que nous sommes au Niger, nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans une démocratie. Pour nous, il n'y a pas de raison que lorsque on sent qu'il y a violation des libertés syndicales, qu'il y a violation de la Constitution, que nous puissions continuer à croiser les bras et à nous taire. C'est comme si nous devenions également complices de la situation qui se passe dans notre pays. Il faut dire que l'interdiction de l'Assemblée générale
nous a beaucoup surpris parce que c'est la première fois dans notre pays qu'on nous empêche, nous en tant qu'organisation syndicale, de pouvoir jouir de notre droit constitutionnel. La liberté d'association, la liberté de réunion, la liberté d'expression sont reconnues par la Constitution du 25 novembre 2010. Eh bien, il faut peut-être recadrer et voir dans quelles conditions cette interdiction est intervenue. Nous avons demandé l'allocation de la MJC Diadsekou, toute chose qui nous a été donnée. Nous avons eu notre récit de versement. Nous avons informé nos militantes et nos militants de l'Athénée de l'Assemblée générale, des militants que je dois saluer au passage parce qu'ils ont répondu massivement à l'appel de leur organisation. Eh bien, nous sommes en pleine Assemblée générale lorsque la police est intervenue et vouloir faire usage d'abord des gaz lacrymogènes avec leur matraque. Je crois quand même que vous avez vu un peu les éléments qui ont été diffusés un peu partout, que la police intervienne sans autorisation préalable, sans pour autant nous dire voilà ce que nous reprochent, c'est pourquoi nous ne pouvons pas tenir notre Assemblée générale. Deuxièmement, quand ils étaient venus, nous avons demandé à rencontrer la hiérarchie, c'est-à-dire leur patron, et nous avons demandé où est le document qui nous empêche de pouvoir tenir notre Assemblée générale, surtout que ce n'est pas la voie publique que nous sommes en train d'emprunter. Nous sommes dans nous sommes dans un lieu privé, même si c'est public-privé, il faut l'appeler comme ça, mais quand même, cela n'a pas besoin d'autorisation préalable pour tenir une assemblée générale. Ils ont dit qu'ils n'ont aucun document à nous présenter et qu'ils ont juste reçu une autorisation verbale de leur hiérarchie qui leur a demandé de venir disperser la manifestation. Alors, pour nous, naturellement, il va falloir qu'on sache qui a autorisé la police ou qui a demandé à la police de venir nous empêcher de tenir notre assemblée générale. Voilà pourquoi, naturellement, comme je l'ai dit en amont, nous sommes dans un état de droit, et bien il faut que la justice puisse quand même servir, que la justice puisse trancher. Aujourd'hui, lorsque nous avons déposé notre plainte devant le bureau du procureur, c'est parce que nous avons foi à notre justice, nous avons foi que nous sommes encore en démocratie, et nous avons estimé quand même que le procureur a obligation, et surtout que nous nous sommes constitués partie civile, que le procureur puisse se saisir de ce dossier-là pour que nous puissions situer les responsabilités de qui a fait quoi par rapport à cette question d'interdiction. Voilà ce qui nous a motivés à déposer cette plainte-là devant les tribunaux. Alors, au vu de l'interdiction de manifester qui vous a été opposée, est-ce à dire que la liberté d'expression et de manifestation sont en danger dans notre pays? Mais écoutez, c'est même la démocratie qui est en danger dans notre pays, puisque, comme je l'ai dit, revoyez un peu la constitution de notre pays. Ne parlons même pas des instruments juridiques. Quand on veut parler des organisations syndicales, nous n'avons pas besoin d'autorisation pour exercer. Nous sommes les conventions internationales, notamment la convention 89 et la convention 98, règlent la question et réglementent d'ailleurs la question des libertés syndicales. Et notre pays, le Niger, a ratifié ces conventions-là. Il y a d'autres conventions, les conventions fondamentales sont là. Le Niger a ratifié toutes ces conventions. Ça veut dire que, indépendamment même de la constitution qui reconnaît aujourd'hui l'exercice du droit syndical, la liberté d'association, je crois quand même qu'il y a un danger qui guette notre démocratie. Avant que ça n'arrive au niveau des organisations syndicales, plusieurs fois nous avons vu des manifestations de la société civile qui ont été interdites, alors que le droit de manifester est reconnu par la Constitution de la République. Et lorsque les autorités en place continuent à faire usage de la force publique pour vouloir réprimer toutes les manifestations, pour vouloir embastiller tous ceux qui veulent donner des avis contraires à la vision aujourd'hui de l'État, on pense que non, il faut créer les conditions pour faire taire tout le monde. Eh bien, en le faisant, dites-vous que effectivement la liberté d'expression elle est menacée. Nous avons vu plusieurs cas. Combien de personnes, du fait de leur opinion, ont été relevées de leurs fonctions? Nous avons vu récemment le cas de certains journalistes, notamment Salou Gobi. Nous avons vu récemment ce qui est arrivé à l'acteur Kausen Maïga, qui, juste parce qu'il a donné une alerte, d'abord il a été arrêté, il bénéficie d'une liberté provisoire, et tout de suite, on demande à la société dans laquelle il travaille de résilier son contrat, de le suspendre, et c'est ce qui fut fait. Donc, nous sommes véritablement en danger, et je crois que le peuple nigérien, le peuple souverain, doit très rapidement se dire que nous avons obligation de recadrer pour que les instruments
que nous confère la Constitution, que nous confère la démocratie, ne puisse plus nous échapper. Aujourd'hui, la liberté d'association, la liberté syndicale, la liberté d'expression sont menacées dans notre pays. Et ça ne peut pas continuer parce que s'il n'y avait pas eu toutes ces libertés-là, je crois que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ne pouvaient pas, à un moment de l'histoire, parler sur les zones et donner leur opinion. Nous avons même vu que parmi les dirigeants actuels, ceux qui avaient appelé à la révolte à un moment. Mais aujourd'hui, qu'on nous empêche de dire même ce que nous pensons, qu'on veut vouloir nous empêcher de jouir de notre droit constitutionnel, qu'on nous empêche même de pouvoir tenir nos réunions légalement reconnues par la Constitution et les instruments internationaux, je crois quand même qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre pays. Ou alors, la panique, comme on l'a dit, a changé de camp, ou alors nos dirigeants se reprochent beaucoup de choses sur lesquelles ils ne veulent pas aujourd'hui que les gens se retrouvent. Regardez ce qui se passe par rapport aux ressortissants de Tillabéri. Je m'excuse de pouvoir en tout cas parler de cette situation qui, naturellement, nous avons vu plusieurs cas dans plusieurs situations où les ressortissants des régions se retrouvent en communauté pour rendre publiques les déclarations, tenir des réunions, prendre des positions. Mais depuis 3 semaines, nous avons constaté quand même que les ressortissants de la région de Tillabéri qui voulaient se prononcer sur la question sécuritaire de notre pays n'ont pas eu accès aux services publics. D'abord, c'était Garçon qui leur a été empêché le 18 janvier. Et ce matin encore, vous avez vu au niveau du CCOG ce qui s'était passé. Mais je pense quand même que c'est extrêmement grave. Nous sommes dans une situation inédite dans notre pays. Et je me dis qu'aujourd'hui, les organisations syndicales, les forces démocratiques doivent se réveiller et ne pas pouvoir être complices de ce qui se passe dans notre pays. Parce que je crois qu'en voulant se taire ou en observant uniquement ce qui se passe, c'est que nous risquerons d'être tous complices et nous serons comptables un jour devant le peuple. Le peuple nigérien a opté pour la démocratie. Le peuple s'est librement donné des institutions et je crois qu'on doit laisser librement effectivement ces institutions-là travailler dans le respect de la réglementation en vigueur de notre pays. Oui, mais maintenant que vous avez porté plainte contre la police, est-ce que vous êtes optimiste à la suite que donnera le procureur concernant la plainte? Mais écoutez, c'est peut-être le cas contraire qui risquerait de nous étonner. Nous sommes, comme je l'ai dit, dans un état de droit. Et la justice, c'est un pouvoir. Et pour nous, la Constitution règle toutes ces questions-là. Nous sommes victimes d'abus. Naturellement, nous ne pouvons pas utiliser des armes. Nous n'avons pas un autre moyen que de saisir les tribunaux compétents en la matière. Et c'est ce que nous avons fait. Maintenant, le procureur a obligation. Je dis bien, il a obligation parce qu'il n'est pas procureur de la République parce qu'il veut l'être. Il n'est pas procureur de la République pour quelqu'un. Il n'est pas procureur de la République pour plaire à une ou deux personnes. Il est procureur de la République et il est là pour le peuple nigérien. Mais les gens oublient que c'est avec nos impôts que tous ces agents de l'État là sont payés. Le procureur est payé avec nos impôts. Il est obligé de nous rendre justice. Nous nous sommes sentis biaisés. Aujourd'hui, c'est quoi? Il ouvre une information judiciaire. Nous, on veut juste qu'on nous responsabilise aujourd'hui que les responsabilités puissent être situées par rapport à ce qui est arrivé le 17 janvier passé. Maintenant, la question que vous me posez, est-ce que le procureur va donner une suite? Tout dépend de lui. Mais je dis, logiquement et naturellement, il n'a pas autre choix que de donner suite à notre requête. Nous sommes dans un état de droit. Nous avons été malmenés dans l'exercice de notre fonction. La seule issue que nous avons, c'est effectivement que la justice puisse trancher entre nous et ceux qui ont agi pour nous disperser et que certainement que la police, lorsqu'elle sera devant les tribunaux à la barre, va dire qui les a instruits à venir nous disperser. Parce qu'aujourd'hui, le problème que nous avons, le problème fondamental, c'est que jusque-là, on ne sait pas ce qu'on nous reproche et on ne sait pas qui a autorisé ou qui a instruit la police à aller disperser notre manifestation. Une assemblée générale, comme je l'ai dit, n'a pas besoin de déclaration, n'a pas besoin d'autorisation. Eh bien, qu'on vienne dans l'enceinte de la MJC, je ne sais pas si vous connaissez un peu le monde enseignant à Niamey, si vous connaissez les militants du SINASEB à Niamey, mais ce qu'à 90%, c'est des femmes que nous avons. Et puisque c'est une assemblée générale, il y a d'autres femmes qui étaient même venues avec des petits-enfants, des enfants de moins d'1 an, parce que comme c'est l'assemblée générale. Donc, et que la police n'eût été, certains d'entre eux,
d'autres éléments avaient même chargé, ils voulaient jeter des gaz lacrymogènes dans l'enceinte de la MJC. Imaginez un peu les dégâts que nous pouvions avoir. Même pas ça, même le fait de venir déloger les gens, je crois que c'est un abus de pouvoir. Eh bien, rappelez-vous de ce que dit la Constitution. L'abus de pouvoir, mais c'est banni. On ne peut plus continuer à l'accepter. Et la force publique là, elle n'est pas là pour une ou deux personnes. La force publique est là pour le peuple nigérien. Mais voyez-vous aujourd'hui l'image qu'on donne de la police. Dès que vous voyez la police, c'est pour réprimer. Dès que la police est là, c'est pour réprimer. Mais non, la police n'est pas faite uniquement pour réprimer. La police est là pour pouvoir protéger les citoyens. Nous avons estimé quand même que, au vu de ce qui se passe, lorsque même nous avons une manifestation et légalement déclarée, qu'on envoie la police pour venir sécuriser, n'est-ce pas, nos manifestations, mais qu'on utilise la police pour venir disperser. Chaque fois que la police sort, c'est pour aller réprimer. Ce n'est pas ça le travail de la police. Je n'apprends rien à la police. Je ne dis pas que je vais leur donner un cours, mais je dis ce n'est pas ça le rôle de la police. La police est là pour protéger les citoyens. Ensuite, comme dernière question, votre syndicat projette de manifester dans les jours à venir. Alors, pouvez-vous nous dire sur quoi portera cette manifestation? Écoutez, vous savez, nous sommes une organisation responsable. Le SYNASEP a toujours agi en respect de la réglementation en vigueur de notre pays. Nous avons des préoccupations qui nous ont amenés à déposer une plateforme revendicative acquis de droit au ministère de l'enseignement primaire, puisque nous nous relevons spécifiquement du ministère de l'enseignement primaire. Nous leur avons alerté, il n'y a pas eu de réaction. Nous avons fait des déclarations, il n'y a pas eu de suite. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons voulu tenir notre assemblée générale d'information, comme nous le faisons chaque année et chaque fois que nous nous sentons un peu menacés ou quand nous sentons quand même qu'il y a des préoccupations majeures dans le monde enseignant, nous nous retrouvons, nous échangeons avec nos camarades et nous prenons, nous en tant qu'exécutif, nous prenons des directives ou des informations et même des propositions des camarades que nous analysons pour voir qu'est-ce qu'il faut faire dans la suite pour que nous puissions effectivement amener le gouvernement à accepter de régler nos préoccupations. Donc c'est dans ce sens que effectivement, puisque l'Assemblée générale, ce n'était pas seulement Niamey, c'est dans toutes les régions. Les autres régions ont pu tenir leur assemblée générale. Il y a beaucoup de départements qui sont nos sections ont pu faire leur assemblée générale. Et bien la suite, c'est que nous nous sommes dit, nous allons sortir manifester parce que, vous savez, dans le cadre de la gestion des affaires, généralement, nous, en tant que SYNASEP, nous faisons recours à la grève en dernière position. Avant d'arriver aux arrêts de travail, eh bien, nous sommes en train, petit à petit, d'utiliser les autres moyens que nous confère la Constitution. Le droit de manifester est reconnu par la Constitution de la 7e République. Donc, c'est dans ce sens que nous avons fait notre déclaration de manifestation depuis le lundi passé pour informer la ville de Niamey que le jeudi, Inch'Allah, le jeudi 6 février, nous allons faire une manifestation, une marche pacifique de la place Toumont jusqu'au niveau du ministère de la fonction publique parce que la majeure préoccupation ou des points de préoccupation que nous avons se retrouvent être des questions qui doivent être traitées par le ministère de la fonction publique. Maintenant, si vous me demandez en une minute de vous donner un peu les préoccupations que nous avons, c'est pourquoi nous sommes en train d'agir et nous sommes en train de manifester. D'abord, je dois vous dire que la première question concernant, je vous prends le recrutement à la fonction publique. Sur cette question, vous savez que c'est un acquis que nous avons eu, arraché de haute lutte en 2008-2009, où nous avions amené le gouvernement d'antan à modifier le statut de la fonction publique pour permettre le recrutement direct des contractuels sans passer par concours. Eh bien, et le recrutement progressif, c'est-à-dire que chaque année, il y a un quota sur lequel le gouvernement est obligé de recruter les contractuels à la fonction publique. Mais nous sommes à la 7e République. J'avoue que depuis 2014, il n'y a plus eu de recrutement à la fonction publique. Et même le recrutement de 2014 n'est pas encore terminé. Nous avons encore plus de 700 camarades qui ont été recrutés, qui ont leur numéro matricule, mais qui n'ont pas les salaires d'agents fonctionnaires de l'État. Ils sont là, ils ne savent plus dans quel statut ils sont. Ils ne sont pas contractuels, par là ils ont des matricules, mais ils n'ont pas le salaire d'enseignants fonctionnaires. Ça, c'est les cas que nous avons. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et nous sommes en 2020, il n'y a pas eu de recrutement, de nouveau recrutement de contractuels à la fonction publique. Imaginez un peu combien de personnes, d'enseignants,
sont frappés ou seront frappés par la limite d'âge pour intégrer la fonction publique. Vous savez quand même qu'à partir de 45 ans, difficilement, parce que la loi ne prévoit pas de recrutement au-delà de 45 ans, parce que vous ne pouvez plus cotiser 15 ans pour avoir votre pension à la retraite. Ça, c'est un. Deuxième chose, la question de nos camarades qui ont été révoqués pour faire de grève, parce que c'est un fait de grève. Lorsqu'en 2017, le gouvernement voulait organiser l'évaluation dans le secteur de l'enseignement primaire, nous avons dit et nous avons demandé aux camarades de ne pas faire cette évaluation parce que l'objectif donné par le gouvernement n'était pas le vrai objectif. L'objectif était de pouvoir réduire l'effectif des enseignants. Et c'est ça à ça que nous étions arrivés. Et c'est que nous avons à peu près 480 de nos camarades militants du SINASEP qui ont respecté la consigne de ne pas faire l'évaluation, qui se trouvent être révoqués parce qu'ils n'ont pas composé. Eh bien, nous avons estimé que l'histoire qui nous a donné raison, parce que par la suite vous avez vu les conditions dans lesquelles ça arrivait, vous avez vu aujourd'hui ce que le gouvernement avait donné comme information ou comme préoccupation dans le temps n'était pas vérifié et n'était pas vérifiable. Aujourd'hui, c'est toute autre chose contraire auquel nous sommes en train d'assister. Troisième chose, la question du paiement des pécules des enseignants contractuels. En 2019, le gouvernement a demandé la diligence des syndicats pour permettre à ce que Niger Post puisse payer les contractuels dans un délai de 3 mois pour d'abord assainir le fichier des enseignants contractuels, mais aussi maîtriser la masse salariale permettant le paiement de ces pécules-là. Toutes choses que nous avons dit, si c'est cela, 3 mois, nous sommes partants et nous sommes d'accord qu'on puisse le faire. Nous-mêmes, nous voulons quand même qu'on assainisse, nous voulons qu'on sache effectivement combien de contractuels il y en a, combien on est en train d'injecter pour payer ces contractuels-là. Mais aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que ce paiement-là continue. Le service n'est pas ce que les enseignants attendent aujourd'hui. Et puisque c'était une phase d'essai, la phase d'essai étant arrivée à expiration, nous avons demandé au gouvernement de libérer le paiement de ces pécules. On ne peut pas imposer aux contractuels que obligatoirement leur paiement doit passer par Niger Post. Niger Post fait une prestation de service. Il y a aussi plusieurs autres prestataires de services. Nous avons demandé à ce qu'on libère le paiement pour permettre aux enseignants d'amener leur pécule là où ils veulent. Le salaire appartient à l'enseignant. Ça n'appartient pas à l'administration. C'est son salaire. Il est libre choix à lui d'amener son salaire ou le paiement de son salaire là où il voudra. La quatrième question sur laquelle nous sommes, c'est la question des paiements des rappels salaires et des incidences financières. Ça fait combien de mois, d'années que vous n'avez plus entendu parler de ces questions-là? Avant, vous entendez chaque fois, oh non, on a commencé le paiement des rappels, on paye les incidences financières, on sort des listes. Aujourd'hui, on n'en parle même plus. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, les centrales syndicales qui ont signé des accords avec le comité interministériel sont restées, n'est-ce pas, indifférentes par rapport à ces questions-là. Et bien, puisque c'est nous que ça concerne, nous nous sommes dit qu'on ne peut plus continuer à croiser les bras. Mais en dehors de ça, il y a les avancements au choix au niveau de l'enseignement. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'avancement automatique et l'avancement au choix. Mais c'est que l'avancement au choix également est bloqué. Ça fait déjà des années que les arrêtés ne sortent plus par rapport à ces questions-là. Mais pour finir, je dois vous dire que nous avons également l'autre préoccupation qui concerne la recherche de la qualité de l'enseignement. Tout à l'heure, j'avais dit qu'il y avait beaucoup de préoccupations. Le ministère de l'enseignement primaire a adopté un nouveau programme, dit programme rénové. Mais ce que malheureusement, ce programme n'est pas connu des enseignants, c'est le programme n'a pas été maîtrisé par les enseignants parce que les enseignants ont pris connaissance de ce programme à partir de la rentrée. Le programme intervenait à partir de janvier, le mois passé. Mais malheureusement, les modules de ces programmes, de ces contenus-là, les modules ne sont pas à la disposition de toutes les écoles en quantité suffisante. Les enseignants n'ont pas été formés sur ce programme. Eh bien, nous avons demandé au ministère de créer les conditions, d'abord de pouvoir sensibiliser les parents et les enseignants, de former les enseignants, mais également de mettre à leur disposition les modules d'enseignement pour que les gens puissent en tout cas donner un enseignement formidable, un enseignement de qualité. Si ce n'est pas fait, c'est que nous comprenons que le système ne fait que se dégrader du jour au jour. Et on accuse qui? On accuse les enseignants. Alors que les enseignants ne sont pas dans les conditions techniques de pouvoir travailler. Nous avons dit qu'il faut qu'on arrête ça et qu'on mette les enseignants dans les conditions de pouvoir dispenser leurs cours. Voilà entre autres revendications que nous avons sur lesquelles nous allons manifester. Et la manifestation ne concerne pas seulement la ville de Niamey. C'est une manifestation nationale puisque nous sommes un bureau national. Nous avons donné les consignes à toutes les régions de pouvoir manifester le 6 février prochain, Inch'Allah.
Moukaila Alioud, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base. Merci. La suite de ce journal, hier à l'hôtel Radisson Blu de Niamey, 35 étudiants de la première promotion de l'Université africaine des sciences techniques et médicales ont reçu leur diplôme. Détail avec Abdelrazak Leyo et Ibrahim Abdou. C'est dans une ambiance des grands jours que ces 35 étudiants de l'Université africaine des sciences techniques et médicales ont reçu leur diplôme de fin de cycle. Et c'est à travers cette cérémonie en présence de plusieurs officiels et invités, mais surtout de la chaleur familiale. Notre mission au service de l'Afrique et de l'humanité est celle de former des jeunes capables de mener des actions au service des actions nourries par une réflexion approfondie sur les différentes problématiques de l'Afrique, des enjeux liés à l'histoire et aux défis contemporains. Chers lauréats, le Niger vous attend. L'Afrique croit en vous et vous savez tous la portée du mot « croire ». Après des années d'efforts et d'abnégation, je dirais, la bataille ne fait que commencer. Soyez comme un fruit mûr qui régale l'homme. Si nous sommes arrivés à organiser cette manifestation de laquelle nous n'attendons que réussite, c'est parce que des volontés généreuses ont sacrifié à la fois de leurs moyens et de leur temps pour que vive la connaissance. Au nom du comité scientifique et pédagogique que je préside, nous ne sommes plus dans l'ère des cloisons disciplinaires. Il faut s'ouvrir, il faut savoir partager. Et je crois que c'est une des réalités africaines en nous, pour nous, que nous devons valoriser pour aller vers le développement. Aucun développement n'est possible sans un ancrage culturel local. L'UASTM, il ne peut pas résoudre tous les problèmes. Non. Mais, comme Borgé l'a déjà dit, on a parlé, on a discuté et comme moi j'étais en Hollande, on a fait un incubateur et un accélérateur. Ce sont des mots très populaires et on les utilise très fréquemment, mais ça marche. Une formation suivie avec brio par tous ceux qui viennent aujourd'hui de recevoir leur parchemin. Ce matin n'est pas comme les autres. Elle marque la fin de nos années vécues à l'UASTM. Une longue période riche en apprentissage, en expérience, en rencontres personnelles et professionnelles, et bien sûr en émotions fortes. Il me suffit de penser aux heures intenses de cours avec le docteur Hamadou Abdoulaye, qui n'est pas présent mais que nous saluons, mais aussi aux travaux dirigés avec M. Salem Moumouni, que je salue, que je vois aussi dans le public. Présent au cours de cette cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a tenu à encourager et à féliciter récipiendaires et comités d'organisation, respectivement pour leur diplôme et pour la qualité de l'organisation. Je voudrais d'abord saluer et remercier l'endurance et la dextérité des responsables de l'UASTM. Je sais qu'il y a 2 ans, ça n'a pas été facile. Nous avons fait beaucoup de va-et-vient. Ils ont tenu, nous avons tenu. Et aujourd'hui, c'est une grande fierté de constater que l'UASTM fait partie des universités ou des écoles supérieures en général qui forment en tout cas les étudiants dans les normes que nous voulons. Ainsi, en seulement quelques années de création, l'UASTM est en train de concrétiser ses objectifs, ceux de former une génération de leaders africains. Comme quoi, éduquer un homme, c'est l'aider à grandir dans la dignité, lui apprendre à se battre pour lui-même, pour sa famille et pour son pays. Ensuite, ce matin a été clôturée au centre Amir Sultan de Niamey la campagne de sensibilisation de 21 jours contre le cancer. Cette activité a été organisée par l'ONG SOS Cancer en prélude à la journée mondiale de lutte contre le cancer. Hamza Sakou et Khalid Brema pour le reportage.
Il s'agit là des femmes musulmanes venues des différents quartiers de la ville de Niamey pour assister à la clôture de la campagne de sensibilisation de 21 jours dédiée à la lutte contre le cancer à travers cette conférence organisée par le SOS Cancer en prélude à la journée mondiale contre le cancer. Le cancer au Niger, il atteint surtout les femmes. Et c'est les femmes qui payent le plus lourd tribut. C'est les femmes qui meurent le plus de cancer au Niger. Donc nous avons décidé de faire une caravane. Nous avons fait une caravane durant 3 semaines. Nous avons sillonné plus de 20 makaranta. Ce sont des écoles coraniques où les femmes apprennent le Coran. Nous avons dit, les femmes apprennent le Coran. Pourquoi est-ce qu'elles ne vont pas apprendre la vie? Parce que quand je dis lutter contre le cancer, je dis lutter pour la vie. Donc nous avons dit ces femmes-là, c'est le lieu où il faut aller les chercher pour qu'elles viennent savoir ce qu'est le cancer, comment éviter le cancer, comment prévenir le cancer et qu'elles l'enseignent également à leurs filles, à leur famille. Le Coran a déjà tout expliqué. Tout est expliqué, Masha'Allah, dans le Saint-Coran. Il a expliqué les maladies, il a expliqué que chaque maladie a une solution, il a expliqué que quand vous êtes malade, vous devez croire à Allah, que c'est lui seul qui peut vous apporter la santé. Quel que soit ce que nous les médecins, nous faisons comme soin, il faut qu'elle soit accompagnée de doigts, il faut qu'elle soit accompagnée de la certitude des femmes que leur Seigneur sera leur guérison, qui va leur apporter la guérison. Nous avons dit aux femmes, nous vous apportons une connaissance, mais vous allez nous apporter encore plus également. Parce que quand vous allez nous aider à lutter, à ce que tout le monde comprenne ce qu'est cette terrible maladie, comment l'éviter, comment la prévenir, notre combat est gagné. Il faut aussi noter que cette activité doit sa réussite à la collaboration des différentes makarantas de la ville. La femme en elle-même, c'est une école. Donc quand on dit une école, il faut apprendre de tout savoir, de toute science un petit peu. C'est ça qui cumule pour former une école. Donc la femme en elle-même, c'est une école. C'est pour cela aujourd'hui nous avons un peu spécifié notre prêche sur ce qui est des conseils sanitaires. Vous êtes en train de les entendre, ils sont en train de donner les invocations que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de faire, soit étant malade, soit pour prévenir une maladie, ou bien en rendant visite à un malade. Aussi, comment s'entretenir, comment être avec un malade, ou bien toi-même comment vivre une maladie. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc c'est les 4 thèmes de prêche. Et maintenant le dernier thème qui était sur l'entraide, le don de soi, ça c'est spécifié pour l'ONG SOS, parce que qui dit SOS dit entraide et don de soi. La santé n'a pas de prix, alors tout le monde doit concourir aux côtés des femmes pour contrecarrer cette maladie. Du public reportage dans cette édition pour vous faire découvrir la compagnie de transport voyageurs STM Ténéré. Nouvelle version, ce géant du transport voyageur a procédé hier après-midi au lancement de l'extension de sa gare de Niamey, tout en innovant l'ensemble de ses services. Le reportage est signé Adam Soumana et Cheb Guisso. La libéralisation du secteur du transport a vu une floraison de compagnies de transport voyageurs au Niger. Au rang de ces compagnies, STM Ténéré, en 7 années d'existence seulement, a su conquérir le cœur et la confiance des voyageurs nigériens. Dès les premières heures, je fais partie de la clientèle qui ne voyage qu'avec STM. Et Dieu merci, aujourd'hui, vous avez vu, avec ce changement, c'est parce que la clientèle a fait confiance à cette société, cette compagnie de voyage. Il y a le respect, il y a la ponctualité et la politesse. Parce que dans cette vie, là où vous partez, si vous n'êtes pas respecté, je crois que demain vous n'allez plus mettre pied là où vous n'êtes pas respecté. Aujourd'hui, et les responsables et les agents, je vous assure, l'accueil, on n'a rien à reprocher. Et je crois que c'est la meilleure compagnie de la place. La disponibilité de ce personnel, la qualité aussi est vraiment, si on peut dire, de ces bus. Tout ce qu'il y a comme confort, commodité, comme quand on va dans les transports, c'est des choses qui sont vraiment à apprécier à travers ce que nous avons vu.
Et tout au long du parcours aussi, nous voyons au niveau des escales, il y a beaucoup de sympathie qui se crée à travers ces arrêts et tout ça. Et nous apprécions également, en tant que passagers, effectivement la disponibilité, surtout, j'insiste beaucoup sur la disponibilité du personnel. Et ce qui est très frappant, c'est cette expansion. Et vraiment, il y a un décor maintenant, on est vraiment dans une situation très agréable et très confortable pour les voyageurs. Aussi, pour faire davantage plaisir à sa clientèle, STM Ténéré, en procédant à l'extension de sa gare, n'a pas manqué de mettre en avant le confort et la sécurité des voyageurs. STM aujourd'hui a agrandi sa gare de Niamey et a profité pour réaménager l'ensemble de ses services à travers l'innovation et la modernisation. STM aujourd'hui lance également une vingtaine de bus flambant neufs qui sont arrivés, des bus qui ont été commandés spécialement pour renforcer le parc automobile de STM. Ces bus ont la particularité d'avoir des sièges confortables et numérotés. Nous avons des écrans de télévision à bord. Nous avons des ports USB pour permettre à nos clients de pouvoir charger leur téléphone tout au long du voyage et d'être totalement connectés et complètement à l'aise lorsqu'ils voyagent avec STM. Nous avons également nos bus qui sont climatisés et chacun des bus dispose d'une trousse de premier secours. Tout ça pour assurer le confort et la sécurité de nos voyages. Voyager avec un STM sera toujours un plaisir. Le service de messagerie de STM est un service qui est plus fiable, plus sécurisé, plus moderne et beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, STM a créé un service clientèle qui est à l'écoute et qui est dédié entièrement à la satisfaction des clients 24 heures sur 24. Nous avons également un parking beaucoup plus grand pour avoir plusieurs départs simultanément. Nous avons également un magasin des gros colis qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus structuré, qui nous permet de bien stocker les colis des clients qui font leurs envois par STM. Nous avons également un nouveau dortoir homme et un nouveau dortoir femme, beaucoup plus grand, équipé pour que nos clients qui se retrouvent à devoir passer la nuit à STM soient dans le confort et se reposent paisiblement en attendant le départ du bus de l'aube. Nous avons également une nouvelle agence NITA qui est installée au sein de STM. STM Ténéré n'entend cependant pas s'arrêter en si bon chemin. Avec la nouvelle flotte de bus que nous avons acquis, nous allons pouvoir lancer de nouveaux axes un peu partout, tant au Niger qu'à l'international. Et déjà, je peux vous dire que nous lançons à partir d'aujourd'hui le nouvel axe Niamey-Lomé en aller-retour, tous les jours, à partir de 4 heures de Niamey. Nous sommes les premiers et les meilleurs à vous faire découvrir une meilleure façon de voyager. Au-delà de l'aspect confort que vous offre STM Ténéré, cette compagnie se veut d'une grande contribution dans la vie socio-économique du pays à travers la création d'au moins une 50aine d'emplois directs et de plusieurs autres indirects. Pour vos voyages à l'intérieur du pays, tout comme dans la sous-région, faites vos réservations à STM Ténéré où le client est vraiment roi. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.